2 expositions pour commémorer les 40 ans de la disparition de René Goscinny, le père d'Astérix et du petit Nicolas. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme retrace le parcours de ce fils d'immigrés juifs polonais. Et la Cinémathèque montre combien Goscinny s'est inspiré dans ses bandes dessinées des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art. David Caillon. Le petit Nicolas, Astérix, Obélix, Is No Good ou Lucky Luke. Il y a 40 ans, René Goscinny, le plus grand auteur français de bande dessinée, disparaissait et laissait ses personnages cultes orphelins. Goscinny, c'est 500 millions d'albums vendus à ce jour, ce qui en fait l'un des écrivains français les plus lus au monde. Pourtant, sa vie reste relativement méconnue. 2 expositions lèvent le voile sur l'homme et ses influences. L'une à la Cinémathèque française consacrée à sa passion pour le cinéma. L'autre, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, permet de découvrir les multiples talents de ce génie du langage comique. Un homme tombé dans la marmite de l'humour dès sa jeunesse en Argentine, où sa famille s'installe en 1927. Le milieu culturel, en fait, dans lequel grandit Goscinny, c'est un milieu extrêmement cosmopolite. Dans sa famille, on a un très grand sens de l'humour, pas seulement l'humour juif, mais je pense en général, l'humour aussi des immigrés. Donc il a une tournure d'esprit déjà qui le porte à raconter des histoires. Comme tous les gens de cette génération, le cinéma à l'époque n'était pas accessoire. Le cinéma était essentiel. C'est-à-dire que le petit René Goscinny en Argentine, il voit très naturellement 4 ou 5 films par semaine. Et bien sûr, la première influence principale, ce sont les burlesques américains. C'est quelqu'un qui voit Buster Keaton, qui voit Laurel et Hardy. Astérix et Obélix, c'est Laurel et Hardy, hein. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Résolu à tenter une carrière de dessinateur, Goscinny s'essaie d'abord à la publicité à New York, avant de rentrer à Paris où il devient scénariste et fait la connaissance de celui qui deviendra son grand complice, le dessinateur Albert Uderzo. Avec Uderzo, nous cherchions un nouveau personnage. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française. Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous avons créé Astérix tout simplement en nous souvenant des premières pages des manuels d'histoire, nos ancêtres les Gaulois, etc. Pour Uderzo, la contextualisation historique a donné un sens tout à fait nouveau au geste du dessinateur, comme elle donnait un sens nouveau au geste du scénariste. On n'était plus dans une gratuité de gag, on était dans du gag appuyé sur de l'histoire, qui détournait l'histoire, qui renversait l'histoire. Goscinny et Uderzo, ils continuent leur manie d'enfant, c'est-à-dire qu'ils vont au cinéma tout le temps. Ils vont tout voir. Et donc, ils vont, en 1963, sur les Champs-Élysées, voir le Cléopâtre de Mankiewicz avec Elizabeth Taylor. Le film dure presque 4 heures. Ils s'ennuient énormément. Et en sortant, ils se disent, il y a quelque chose à faire. Et donc, ils vont faire leur album égyptien, Astérix et Cléopâtre, et il fait un album qui est un premier chef-d'œuvre. S'il s'inspire de sa jeunesse au Collège français de Buenos Aires pour concevoir le petit Nicolas avec Sampé, pour imaginer l'homme qui tire plus vite que son ombre, Goscinny lorgne du côté de la culture nord-américaine. Goscinny est gorgé de westerns. Il a vu vraiment tous les westerns et il a une passion particulière pour John Ford. Donc, quand il va s'emparer du scénario de Lucky Luke ayant été créé par Maurice, très naturellement, il va prendre les westerns classiques, La Chevauchée Fantastique, c'est-à-dire John Wayne dans La Diligence, et il va en faire des albums de Lucky Luke. Marqué par Walt Disney, Goscinny va toute sa vie vouloir faire du cinéma, rêve qu'il concrétise en créant sa propre maison de production. Il décide, avec l'argent accumulé, de créer de toutes pièces un studio d'animation français. Les studios Idéfix, ils embauchent 50 ou 60 permanents. Ils créent leur studio américain, leur studio à la Walt Disney, et ils vont sortir un Astérix complètement inédit, qui n'est pas une déclinaison des albums, qui est les 12 travaux d'Astérix. 12 travaux? Quels travaux? Et là, on peut dire que Goscinny, ça y est, il y est, quoi. Il s'en donne, mais à cœur joie. Il parodie Brigitte Bardot, magnifique, nue. Ils sont terribles, ces 2 petits. Il faut dire que c'est vrai. Olympe donne de la souplesse au linge et laisse les mains vachement douces. Il fait sortir cette bande dessinée de sa catégorie réprouvée ou méprisée, parce qu'il introduit
de la culture, de l'histoire, de la référence, qui n'est pas seulement celle des élites, mais celle des classes populaires. Sa façon de jouer avec les stéréotypes, de jouer avec les conventions cinématographiques, de jouer avec les clichés, ça reste un langage universel. Quel bon vent! Un langage universel aujourd'hui revisité par une nouvelle génération d'artistes comme Alain Chabat. L'univers de Goscinny n'est pas près de lasser. Ma reine, alors ça, quelle bonne surprise! Qu'est-ce qu'il...